Bonjour, bonjour, c'est la rentrée. Aujourd'hui, on va commencer par faire l'item 232 sur la fibrillation atriale. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, ça me fait ultra plaisir de revenir sur ce podcast. J'ai pris effectivement une longue pause, beaucoup plus longue que prévu, mais mon semestre aux urgences a été plus éprouvant que prévu et je n'avais pas la foi, visiblement, d'enregistrer des épisodes pour poursuivre cette aventure qu'est le podcast de l'externe. En tout cas, bon, juste un petit mot pour vous remercier tous parce que le podcast, mine de rien, a assez grossi. On est maintenant plus de 2000 à l'écouter avec beaucoup de lectures par épisode. Donc franchement, continuez, ça fait super plaisir. Parlez-en autour de vous à fond. Voilà, sachant que là, ça reprend, ça risque de pas s'arrêter d'un petit moment. Donc, on l'espère en tout cas, donc ça va enchaîner quoi, donc faut pas perdre le rythme. Allez, je le dis autant pour moi que pour toi qui écoutes. Donc c'est parti, comme l'a dit Emma, avec l'item sur la fibrillation atriale. Donc voilà, petit item de cardio pour reprendre en douceur. Donc, on commence par la définition. Tiens, ça fait plaisir de reprendre là, il y a des petites habitudes et tout qui reviennent, donc c'est au top. Donc, la fibrillation atriale, c'est un trouble du rythme supraventriculaire, donc en fait qui se passe au niveau des atriums, qui résulte d'une activité électrique anarchique dans les oreillettes ou les atriums, voilà. Actuellement, on dit plutôt comme ça et ça conduit à une perte de la contraction atriale, donc la contraction de l'atrium. Le diagnostic de fibrillation atriale, je vais dire la FA, hein, c'est plus rapide. Donc le diagnostic de la FA nécessite la présence de cette FA pendant plus de 30 secondes sur un tracé ECG de surface, par exemple un Holter ECG, ou sur l'ensemble d'un ECG 12 dérivations. Voilà. La petite physiopathologie de la FA donc. Il y a beaucoup de schémas sur cet item, donc je les mettrai sur la publi Insta, voilà. Donc si tu es pas encore abonné à mon compte Instagram, va le chercher, c'est l'externe, tout simplement, ou l'externe podcast, pardon. Voilà, donc je mets les images, je mets des petits mèmes des fois quand il y a pas trop de schémas ni rien. Donc voilà, on se marre bien. La fibrillation atriale, c'est donc un trouble du rythme supraventriculaire qui est secondaire à premièrement des activités ectopiques focales au niveau des veines pulmonaires. Voilà. Donc en fait des points de départ, d'influx nerveux en fait qui sont situés au niveau des veines pulmonaires et ça peut être aussi secondaire à un remodelage atrial qui est caractérisé par une dilatation et une fibrose atriale qui peut faciliter des arythmies par des réentrées du coup d'influx nerveux. La réponse ventriculaire à cette fibrillation atriale, du coup, comment ça se passe? Le nœud atrioventriculaire, il est physiologiquement la seule structure qui permet la connexion électrique entre l'étage atrial et l'étage ventriculaire. Ce nœud atrioventriculaire, il filtre l'activité atriale anarchique et rapide. Il faut savoir que c'est entre 400 et 600 battements par minute, c'est énorme. Donc ça le filtre et ça aboutit à une réponse ventriculaire qui est irrégulière et qui est de fréquence variable selon les patients. Bon, il peut y avoir des FA qui sont rapides, des FA qui sont lentes, ça dépend vraiment des patients. Donc on a des complications bien sûr. La FA, ça entraîne 2 choses. Premièrement, une perte de la systole atriale. L'atrium ne se contracte plus. Donc on va avoir une stase sanguine dans l'atrium, ce qui va faire un risque thromboembolique et directement, en fait, un AVC. Pourquoi? Parce que la stase sanguine, ça va faire coaguler le sang et voilà le caillot de sang quand il va partir dans la circulation principale, au niveau de la crosse de l'aorte, il va partir directement dans le tronc artériel brachiocéphalique et directement dans les vaisseaux du cerveau, donc l'AVC. Ça, c'est lié à la perte de la systole atriale. Les autres complications vont être liées à la réponse ventriculaire qui est rapide et irrégulière et donc là, ça peut mener directement à de l'insuffisance cardiaque. Donc les 2 grosses complications, c'est le risque thromboembolique et l'insuffisance cardiaque. OK, alors maintenant un peu d'épidémiologie. L'AFA, c'est le trouble du rythme supraventriculaire le plus fréquent. Il faut savoir qu'un individu sur 3 présentera une FA au cours de sa vie. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup.
Alors, les caractéristiques épidémiologiques. Il y a une prédominance masculine. L'augmentation de la prévalence, bien sûr, se fait avec l'âge. Il y a une prévalence qui est variable en fonction des pays. Le rôle de l'ethnicité et de la génétique, est important dans l'épidémiologie de la FA. La prévalence de la FA est dépendante des facteurs de risque de FA, qu'on va voir juste un peu plus bas. Et la FA est fortement associée au flotteur atrial commun. Ça, c'est un autre trouble du rythme qui du coup est associé et ressemble un peu au final. Les complications de la FA, donc, ben, il faut savoir qu'elle est responsable de un quart des AVC ischémiques. Donc voilà, donc on parlait du risque thromboembolique juste avant, mais c'est vraiment ça, quoi. Un quart des AVC sont liés à de l'AFA. L'AFA peut être une cause ou une conséquence de l'insuffisance cardiaque, les 2 sont liés et ça peut aussi entraîner des troubles cognitifs. Voilà, bah, je pense, liés à des petits AIT, à petits AVC ischémiques, qui vont faire une dégradation prématurée du cortex cérébral. Alors, on va voir un petit peu, les symptômes usuels, donc le diagnostic positif de la FA. Il faut savoir que les patients qui présentent une FA peuvent être asymptomatiques, ce qui explique l'intérêt du dépistage des patients à risque. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir un électrocardiogramme pour tous les médecins généralistes, je pense notamment. Les symptômes classiques qui peuvent être associés à la FA sont en premier lieu, eh bien, les palpitations, la dyspnée, aussi l'asthénie. Pour l'anecdote, aux urgences, du coup, on voyait beaucoup de patients, assez âgés qui venaient pour des AEG, donc altération de l'état général, voire dyspnée et cetera. La dyspnée, ça marche aussi et en fait, on faisait le CG, on voyait qu'ils étaient en FA. Voilà et c'était non connu la plupart du temps, sinon ils venaient pas aux urgences, en fait et du coup, on mettait en place un traitement, antiarythmique. Alors, il y a certains symptômes ensuite moins fréquents qui sont présents en cas de FA, la douleur thoracique, la fatigabilité, donc là c'est une mauvaise tolérance à l'effort, et ça peut aussi entraîner des malaises et des syncopes. La FA peut aussi être découverte lors de la survenue d'une de ces complications, donc comme on l'a vu, AVC, insuffisance cardiaque. Voilà, on peut le découvrir lors de ces complications. Et le problème c'est que c'est un peu tard souvent, donc c'est dommage. Alors, le diagnostic positif, il se fait avec l'ECG également. Donc là, les caractéristiques ECG de la FA sont représentées dans la petite figure que l'on a. Donc, je mettrai sur la publi. Donc, on a des FA qui sont appelées petites mailles où les QRS sont fins et irréguliers. On n'a pas d'onde de P, bien sûr, parce qu'on n'a pas d'activité atriale au final. Enfin, c'est tellement rapide qu'il n'y a pas, il y a pas de contraction atriale et donc on n'a pas d'onde de P. Et après, on a des FA qui sont appelés à grosse maille. Et donc là, eh bien, on a plus de on a des petites c'est quoi la diff? On a des sortes d'ondes de paix en fait, mais anarchiques quoi, qui surviennent pas du tout au même moment et qui sont pas forcément suivies de QRS. Donc voilà, on n'a pas de rythme sinusal au final, mais on a une fréquence moins rapide, on a l'impression. Voilà. Donc, là, on l'a décrit juste maintenant, je vais vous le dire. Donc, il y a des présentations ECG particulières qui peuvent être rencontrées. On peut avoir des FA avec des QRS larges, si on a par exemple un bloc de branche organique ou un bloc de branche fonctionnel. Donc là, le bloc de branche fonctionnel, c'est, une aberration de conduction en fait. C'est un bloc de branche qui apparaît uniquement pour des fréquences ventriculaires élevées. Voilà. Donc si le nœud atrioventriculaire ne filtre pas suffisamment, on aura des fréquences ventriculaires élevées et donc des blocs de branches. Les FA à grosse maille, donc là, c'est ce que j'essaie de décrire un peu de manière bancale, avec les sortes d'ondes de P, un peu diffuses et cetera et donc là, il ne faut pas le confondre avec le flotteur atrial, c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. On a des sortes de complexes d'ondes de P, assez élargis. Et enfin, on peut avoir des FA avec un BAV3 et du coup, en fait, et bien, les caractéristiques ECG sont présentées dans la figure ci-dessous et donc en fait, on a des QRS qui sont réguliers, voilà et pour le coup, ils sont élargis si on a un échappement ventriculaire. Donc en fait, et bien,
c'est pas du les QRS ne sont pas du tout liés, à l'influx nerveux qui part des atriums. C'est vraiment un influx nerveux propre au ventricule, donc un rythme d'échappement, en fait, et donc c'est pour ça qu'il y a un rythme qui est régulier, souvent, très lent, et voilà, qui est pas influencé par les ondes de P quand elles arrivent à passer et à transmettre l'influx nerveux au ventricule. Donc voilà, on a des QRS qui sont réguliers du coup, dans la FA plus le BAV3. OK, alors, la présentation clinique. Donc, la classification usuelle de la FA, elle est basée sur la présentation chronologique de la maladie et elle peut être divisée en 4 groupes. Heu, donc il y a en fait, c'est une classification en P, c'est un petit mot mnémotechnique. Donc P pour premier épisode de FA, voilà, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, c'est la FA paroxystique. Donc là, en fait, on a un retour en rythme sinusal qui est spontané en moins de 7 jours, c'est-à-dire spontané sans cardioversion électrique ou pharmacologique. Donc voilà, le patient passe en FA et moins de 7 jours après, il est de retour en rythme sinusal spontané. Donc ça, c'est la FA paroxystique. Troisième groupe, la FA persistante, c'est un retour en rythme sinusal avec ou sans action thérapeutique au-delà de 7 jours. Donc voilà, ça met plus de 7 jours à revenir en rythme sinusal et même, avec ou sans action thérapeutique, voilà, persistante, et enfin la dernière classe, donc là c'est le boss final, on va dire, c'est la FA permanente, et donc ça, c'est une FA pour laquelle la stratégie thérapeutique n'a pas pour objectif un retour en rythme sinusal. Voilà, parce que tout simplement, eh bien, c'est une FA qu'on n'arrive pas à réduire et qui potentiellement est bien tolérée. Donc on va la laisser, faire sa petite vie de FA et c'est une FA permanente, voilà, et c'est les 4 P. 4 P d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est un groupe de rap avec Zaz qui a fait une chanson sur l'Aveyron, et voilà, donc ça, vous pouvez aller l'écouter, c'est pépite. Ça s'appelle, l'Aveyron et le groupe c'est le 4 P. Voilà, petit mot mnémotechnique, vous allez kiffer. Allez, maintenant les étiologies. Donc, et les formes cliniques usuelles toujours. La FA isolée, c'est une FA qui est sans cardiopathie associée, ni comorbidité retrouvée. Ensuite, on peut avoir la FA avec une insuffisance cardiaque, et donc là, la relation entre FA et insuffisance cardiaque, elle est à double sens. C'est-à-dire que la FA peut être à l'origine d'insuffisance cardiaque, et dans ce cas, ça fait une cardiopathie rythmique. Et inversement, l'insuffisance cardiaque est un facteur de risque de FA. Voilà, donc l'un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'un, si l'on peut dire. Et enfin, FA avec AVC. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, le diagnostic de la FA peut être réalisé lors de la survenue d'une de ces complications, comme notamment l'AVC ischémique, en particulier si c'est une FA asymptomatique. Là, le premier symptôme qu'il la fera évoquer, ben, c'est l'AVC malheureusement. Hmm, j'ai la gorge sèche un peu, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé autant. Alors, les formes cliniques non usuelles, donc celle-là un peu plus rare. La FA valvulaire, c'est une FA qui est associée à un rétrécissement mitral modéré à sévère, rhumatismal par exemple, ou lié à une prothèse valvulaire mécanique. Voilà, c'est une FA qui est liée à une maladie mitrale, ou enfin valvulaire en tout cas. Et enfin, ça peut être aussi une maladie de l'oreillette, et donc là, on peut avoir une association successive d'épisodes de FA paroxystique et de bradycardie sinusale. Donc voilà, l'oreillette va déconner, donc soit elle fera des séquences très rapides d'ondes électriques et ça fera de la FA paroxystique, ou alors, ben, au contraire, il y aura un peu de délai entre chaque influx nerveux, ça fera une bradycardie sinusale. De nombreuses pathologies sont des facteurs de risque de FA. Donc là, c'est un petit peu les comorbidités, les étiologies, et cetera. Ils peuvent être distingués dans 3 groupes principaux. On a premièrement les facteurs de risque cardiovasculaires, qu'on connaît tous depuis, je pense la P2, voilà, on en bouffe plein. Donc les facteurs, je vais le dire maintenant, hein, on va le faire comme ça. Donc les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies, l'obésité, le tabagisme, l'alcoolisme et la sédentarité. Voilà pour les facteurs de risque cardiovasculaires, il y en a 7.
Ensuite, 2 groupe de pathologies facteurs de risque. C'est les pathologies cardiovasculaires, bien sûr. Donc là, on a dit, les valvulopathies, notamment mitrales, les cardiopathies ischémiques, l'insuffisance cardiaque et également l'artériopathie périphérique. Donc notamment, les AOMI, artériopathie oblitérante des membres inférieurs et les TSA, donc les troncs supra-aortiques. Voilà, et enfin les pathologies respiratoires sont aussi des facteurs de risque de FA, notamment le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, donc le SAOS. Ça, c'est vraiment majeur dans les pathologies respiratoires, et aussi la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Ça, c'est les 2 pathologies, pulmonaires qui sont, à risque de se transformer en FA ou d'entraîner une FA. Alors, les facteurs déclenchants maintenant. Donc là, c'est pas des facteurs de risque, c'est même les facteurs déclenchants. Donc, ça peut être les troubles hydroélectrolytiques et métaboliques, notamment l'hypokaliémie et l'hyperthyroïdie. Voilà, ça, c'est les 2 troubles, hydroélectrolytiques et métaboliques qui peuvent entraîner l'AFA. Ensuite, toutes les situations d'inflammation peuvent, générer une FA. Donc, si c'est, général, ça peut être une infection. Et au niveau local, ça peut être soit post-opératoire sur une chirurgie thoracique ou cardiaque. Ça peut aussi être une péricardite, voilà. Ensuite, les réactions vagales peuvent être, responsables de FA, et enfin la prise de toxiques, donc notamment l'alcool, la caféine, des drogues, en premier lieu la cocaïne et les amphétamines, et ça peut être aussi lié à des médicaments, par exemple, des catécholamines, les corticoïdes et des chimiothérapies. Voilà. Donc maintenant, le bilan de première intention, en cas de suspicion de FA. Donc on va faire un bilan étiologique et ensuite un bilan pré-thérapeutique. Donc le bilan étiologique, il se constitue de la recherche de facteurs déclenchants avec, une prise de sang, notamment, qui va rechercher la fonction thyroïdienne avec la TSH, le ionogramme où on va repérer en 1 lieu la kaliémie, voilà, pour voir si on n'a pas d'hypokaliémie ou d'hyperthyroïdie comme on a vu juste avant, et on va ensuite faire une radio de thorax. La radio de thorax pour chercher, par exemple, voilà, une infection pulmonaire, des signes de BPCO et cetera. Une péricardite aussi, où on pourra avoir un élargissement de la silhouette, cardio-médiastinale s'il y a une dilatation. Donc ça, c'est pour la recherche des facteurs déclenchants, et ensuite pour, continuer le bilan étiologique, on va chercher, les facteurs de risque. Donc on va faire par exemple une polygraphie nocturne pour, dépister un SAOS, et on va pouvoir faire, une échographie transthoracique, une ETT pour, dépister une cardiopathie. Donc tout ça, ça fait le bilan étiologique, et enfin, on continuera avec le bilan pré-thérapeutique, donc pour ensuite initier le traitement, et donc on fera, toujours le bilan sanguin pour avoir la fonction rénale et la fonction hépatique, pour voir si on peut traiter avec des médicaments. Ensuite, bien sûr, il faut évaluer le risque thromboembolique et hémorragique parce qu'on va vouloir anticoaguler. Donc, déjà, on va se poser la question en premier lieu de savoir si c'est une FA qui est valvulaire ou pas. Alors, on est à 18 minutes, donc c'est bon, je peux continuer. Donc, si c'est une FA valvulaire, donc qui survient sur une valve malade ou une prothèse, eh bien, on va considérer que c'est à haut risque thromboembolique, et donc on va faire une anticoagulation systématique. Voilà, quels que soient les risques hémorragiques. Si c'est pas une FA valvulaire, donc là, eh bien, on va évaluer le risque thromboembolique par le fameux score de Chadds-Vasc. Alors, le score de Chadds-Vasc, eh bien, ça va déterminer si on peut anticoaguler ou pas. Donc, on rappelle qu'il est utilisé qu'en l'absence du coup de FA valvulaire, et donc, Chadds-Vasc, on va voir ce à quoi ça correspond. Le C, donc c'est veut dire cardiopathie, et donc ça vaut 1 point. Le H, c'est, l'hypertension artérielle, ça vaut 1 point aussi. Le A, donc, le A, il y a un petit 2 après le A. Ça veut dire l'âge supérieur à 75 ans qui vaut 2 points.
Parce qu'après on le retrouve ensuite dans le VASC. Le A de VASC, c'est l'âge supérieur à 65 et lui vaut qu'1 point par contre. Donc âge supérieur à 75 ans, c'est 2, âge supérieur à 65, c'est 1. Ensuite, donc on a fait chat, donc dz. Le D, c'est le diabète, ça vaut 1 point. Et le S, c'est stroke, ça veut dire AVC, AIT ou embolie systémique, donc voilà, tout ce qui est lié à un embole. Et donc ça vaut aussi 2 points. Donc voilà, les 2 plus gros facteurs de risque, c'est les AVC et l'âge supérieur à 75 ans, et donc ça vaut 2 points chacun. Donc là, on a fait CHADS et VASC. Donc le V, c'est vasculaire, c'est cardiopathie ischémique, artériopathie périphérique, athérome, de la croissance aortique, etc. Ça vaut 1 point. VASC, donc A, c'est 65 ans, l'âge supérieur à 65, et donc c'est 1 point, on l'a dit. Et S, c'est le sexe féminin, ça vaut 1 point. Voilà, et le C, en fait, de VASC, voilà, c'est pour que ça fasse un peu vasculaire, quoi, donc mais s'il y a pas de vrai il y a pas vraiment de C. Donc voilà, tout ça, c'est sur 9 points, et donc ça va donner un score, à partir duquel on va pouvoir dire si on anticoagule ou pas. OK, ensuite l'évaluation du risque hémorragique. Donc là, il se fait dans le cadre de l'AFA. Il y a différents scores cliniques qui sont disponibles, notamment le score Hasbled. Voilà, l'évaluation du risque hémorragique n'a pas de place dans la décision de mise en place d'un traitement antithrombotique. Donc un score de Hasbled élevé n'est pas en soi une contre-indication à un traitement anticoagulant. Ça permet en fait seulement d'identifier les patients à risque afin d'intensifier leur suivi. Mais voilà, s'il faut les anticoaguler, on les anticoagulera même si on a un Hasbled élevé. Il faudra juste mieux les suivre, de plus près en tout cas. Alors, on va voir un petit peu maintenant, la prise en charge, et notamment pour commencer, la prise en charge des facteurs de risque. Donc l'AFA, eh bien, c'est une maladie chronique. La prise en charge des facteurs de risque est donc au centre de la prise en charge, avec la nécessité, premièrement, de l'éducation thérapeutique des patients, comme toute maladie chronique, et ensuite d'une prise en charge personnalisée. Donc il faut, voilà, on a un petit schéma là qui fait une sorte de soleil avec l'AFA au centre et plusieurs, rayons qui vont en fait vers l'HTA, la dyslipidémie, le diabète, l'obésité et la sédentarité, l'alcool et le tabac et le SAOS. Donc tout ça, c'est les facteurs de risque qu'on va chercher à diminuer, voire à supprimer, pour ceux qui sont possibles. Donc la prise en charge de la FA. Elle repose premièrement sur la prévention du risque thromboembolique et donc une stratégie antithrombotique. Premièrement, et deuxièmement, ça va être sur la prise en charge des symptômes, et donc là, on va faire une stratégie de contrôle du rythme, donc avec des antiarythmiques, et une stratégie de contrôle de la fréquence cardiaque avec souvent, des ralentisseurs de la fréquence, notamment on va voir les bêta-bloquants. J'imaginais, si je suis pas trop mauvais. On va voir ça. Donc premièrement, la stratégie antithrombotique. Ça dépend en fait, comme on a vu, si la FA est valvulaire ou pas. Si elle est valvulaire, c'est à haut risque thromboembolique, donc on fait une anticoagulation systématique, et donc on met des AVK, parce qu'il y a une contre-indication aux AOD. Donc AVK directement si on a une FA valvulaire. Si la FA n'est pas valvulaire, donc là c'est un petit peu plus compliqué, on fait le score CHA2-VASc, si vous avez bien suivi. Si c'est un CHA2-VASc de 0 pour les hommes ou de 1 pour les femmes. Parce que les femmes, on a dit, elles ont forcément 1, comme il y a un truc sexe féminin, donc voilà, 0 ou 1 pour les femmes, on met pas d'anticoagulation. Eux, ils sont pas à risque thromboembolique. Si on a un score de 1 pour les hommes ou de 2 pour les femmes, donc qu'il y a, un un élément du CHA2-VASc qui est positif, on est dans une zone grise. Voilà, donc on ne sait pas trop, je pense que dans le doute, on en met un, quoi. Voilà, en fonction de l'état du patient, je pense, voilà, c'est qu'on connaît bien son patient. S'il va pouvoir prendre son médicament bien comme il faut ou pas, et cetera. Et par contre, si c'est supérieur ou égal à 2 pour les hommes et supérieur ou égal à 3 pour les femmes, et bien là, on met des AOD en première intention, voilà, et les AVK sont également possibles. Mais on peut faire les AOD qui sont quand même plus simples,
heu, voilà, en première intention. Donc les antiagrégants plaquettaires, du genre aspirine, et cetera, ils n'ont pas de place dans l'AFA. Donc là, on n'est pas sur de l'antiagrégation, on est sur de l'anticoagulation. On aura une indication de fermeture percutanée de l'auricule gauche si on est à haut risque thromboembolique, donc un Chadds-Vasc au moins, supérieur ou égal à 4, et qu'on a une contre-indication formelle et permanente aux anticoagulants oraux. Voilà, donc là, on fera une fermeture percutanée de l'auricule gauche. Voilà pour la stratégie antithrombotique. Maintenant pour la stratégie de contrôle du rythme. Et donc l'objectif, c'est d'obtenir un retour en rythme sinusal et de le maintenir. Donc, à la phase aiguë, donc en cas de découverte de FA, premier épisode notamment, on va tester la cardioversion médicamenteuse ou électrique. Par contre, si on est dans la phase, plus chronique, et bien là, ça sera plus pharmacologique avec des antiarythmiques, voire interventionnel avec une ablation de FA. Et donc là, on va venir, électrocoaguler les foyers de déclenchement des influx électriques. Voilà, l'ablation de FA. Donc on a une gestion aussi du risque thromboembolique pour encadrer la cardioversion. Donc avant la cardioversion, il est nécessaire de valider une des 3 conditions suivantes. Ça va être une anticoagulation efficace pendant 3 semaines, la réalisation d'une échographie transœsophagienne et non pas transthoracique. Donc là, la transœsophagienne, on verra mieux s'il n'y a pas des petits caillots, dans, l'atrium, et il faut que la FA soit récente, datée de moins de 48 heures. Voilà, il faut qu'il y ait une de ces 3 conditions qui soit valable. Après la cardioversion, donc là, il y aura une anticoagulation efficace de 4 semaines qui est nécessaire, quel que soit le score de Chadds-Vasc. Voilà. Les agents antithrombotiques disponibles sont les héparines non fractionnées, donc HNF par voie IVSE ou sous-cutanée, avec un relais qui est possible par un traitement antivitamine K, donc les AVK, donc soit héparine, avec relais AVK, soit on peut faire des anticoagulants oraux directs, les AOD, ça c'est à privilégier. Donc on a quelques molécules, c'est le dabigatran, le rivaroxaban et l'apixaban. Voilà, ça c'est à privilégier. Et les HBPM, elles n'ont pas l'AMM dans cette indication. Voilà, donc autour de la cardioversion, on ne met pas d'HBPM. Et enfin, donc les caractéristiques des traitements antiarythmiques, on en a 3 globalement: la flécaïnide, le sotalol et l'amiodarone. Voilà, donc la flécaïnide, les effets indésirables, ça va être les troubles de la conduction notamment. Donc on va devoir surveiller la durée du QRS en fait, pour pas qu'il y ait d'élargissement, donc on va surveiller sous ECG. Les contre-indications de la flécaïnide, c'est la cardiopathie ischémique et l'insuffisance cardiaque. Ensuite, le sotalol, les effets indésirables, ce sera les troubles de la repolarisation, parce que c'est un rythme pro-arythmique. Voilà, ce qui est un peu bête, on va générer une arythmie. Donc là, il faut, surveiller sur le CG la durée du segment QT, pour le coup. Donc, voilà, pour voir s'il n'y a pas de trouble de la repolarisation, et c'est contre-indiqué dans l'insuffisance cardiaque. Et l'amiodarone enfin, donc là, c'est, les effets indésirables, c'est la dysthyroïdie bien sûr, parce qu'il y a de l'iode, donc ça vient se fixer sur la thyroïde, et ça peut faire aussi une pneumopathie interstitielle diffuse. Voilà, petit item qu'on a fait, comme chapitre donc, en épisode de podcast, vous pouvez aller le réécouter si besoin. Et donc là, il faudra surveiller la fonction thyroïdienne avec le bilan bio et les radios de thorax, voilà, pour dépister la pneumopathie interstitielle diffuse. Voilà. Alors enfin, l'ablation de l'AFA, on l'a un petit peu évoqué, et donc il va se faire par traitement endocavitaire transcutané par voie veineuse fémorale. Donc on rentre dans la fémorale, on remonte directement dans la cavité de l'atrium pour venir, ablater le foyer de FA. Ah donc il y a 2 méthodes
2 énergies disponibles pour réaliser l'ablation. Soit ça se fait par le froid et donc ça se fait par cryothérapie, soit par le chaud au contraire et c'est par radiofréquence. Voilà. Il y a 2 zones ou stratégies d'ablation de FA, donc ça va être l'isolation des veines pulmonaires ou ça peut être aussi l'ablation du substrat atrial. Donc là directement, du foyer en fait, du foyer, dans l'atrium qui va déclencher les influx nerveux. Voilà pour l'ablation de l'AFA et enfin, troisième point, donc troisième stratégie de prise en charge de l'AFA, c'est la stratégie du contrôle de la fréquence et donc là, l'objectif, ça va être de diminuer la fréquence de réponse ventriculaire avec une fréquence cardiaque moyenne qui doit rester inférieure à 110 battements par minute. Donc en première intention, c'est, le traitement pharmacologique, donc en premier lieu les bêta-bloquants, donc ouf, c'est bon, je ne suis pas à côté de la plaque complètement. Deuxième traitement pharmacologique, c'est les inhibiteurs calciques et enfin la digoxine. Voilà, donc ça, c'est pour le traitement pharmacologique de diminution de la fréquence, ventriculaire et enfin, si ça ne suffit pas, eh bien, on va faire une stratégie interventionnelle en deuxième intention et donc là, on va faire l'ablation du nœud atrioventriculaire par radiofréquence et on va poser un stimulateur cardiaque. Voilà. Voilà pour le contrôle du rythme, de la fréquence cardiaque. Alors, les caractéristiques des traitements ralentisseurs, on va les voir. Donc, les bêta-bloquants, ils vont être contre-indiqués en cas de bradycardie, bien sûr, d'hypotension artérielle aussi, de maladies respiratoires obstructives sévères, tout ce qui est asthme, et cetera, parce que les bêta-bloquants, eh bien, ça vient faire une bronchoconstriction et en cas de syndrome de Raynaud aussi. Voilà, ça serait indiqué les bêta-bloquants. Les inhibiteurs calciques bradycardisants, donc là, ils seront contre-indiqués, eux, en cas d'insuffisance cardiaque. C'est la seule contre-indication. Et enfin, la digoxine, eh bien là, la contre-indication, ça sera l'hypokaliémie. Donc, eh bien, on doit faire un ionogramme avec le bilan sanguin. Et l'autre contre-indication de la digoxine, c'est l'insuffisance rénale chronique sévère. Et donc là, eh bien, il faudra une fonction rénale sur le bilan biologique. L'efficacité et la tolérance du contrôle de la fréquence peuvent être objectivées par la réalisation d'un holter ECG de contrôle. Voilà, donc quand on met en place le traitement, eh bien on contrôle un petit peu par le holter ECG, donc l'enregistrement ECG sur 24 heures généralement. Voilà. Et enfin, donc toujours dans le suivi du traitement, eh bien on va devoir identifier la mauvaise tolérance et connaître les principes de la prise en charge de la mauvaise tolérance de l'AFA. Et donc là, c'est pour finir. Le patient qui a une fibrillation atriale, il peut faire face à une instabilité hémodynamique qui peut être responsable de syncope et sinon, d'hypotension artérielle, de choc cardiogénique ou de décompensation cardiaque. Et donc là, il faudra, identifier ça pour déterminer si c'est urgent ou pas. Et la prise en charge de ceci, ça sera une indication rare de cardioversion en urgence pour le coup. Et donc là, quelle que soit la durée d'anticoagulation efficace en amont de la cardioversion. Voilà, donc si c'est mal toléré, donc instabilité hémodynamique, même s'il n'y a pas eu les 3 semaines d'anticoagulation efficace avant, et cetera, eh bien là, on fera la cardioversion en urgence. Et il faudra mettre en place l'anticoagulation efficace dès que possible. Voilà, voilà. Eh bien, nous avons terminé ce chapitre, voilà, de durée moyenne, on va dire une quarantaine de minutes sur la fibrillation atriale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a remis un peu les idées en place concernant, cette pathologie, rythmique et que la prochaine fois que vous en verrez en stage ou, peu importe, eh bien, vous pourrez penser un petit peu à tout ça. Sur ce, eh bien, je te souhaite un bon début de semaine, un bon courage pour tes révisions et un bon courage pour, ta vie tout court qui est un peu plus triste avec ce changement d'heure là et on a l'impression de partir le matin, il fait nuit, on rentre le soir, il fait nuit. Donc voilà, du courage, de la motivation et puis tout va bien se passer. Ciao, ciao.